Bonsoir et bienvenue dans We IT Capable, l'émission qui met en lumière celles et ceux qui construisent et transforment ce pays. Il y a des rendez-vous qui dépassent l'actualité. Ce soir en est un. Parce qu'une élection, ce n'est pas seulement un jour où l'on glisse un bulletin dans une urne. C'est le moment où un peuple se rappelle qu'il est au cœur de la vie démocratique et où il décide lui-même à qui il confie la charge de le gouverner et pour combien de temps. C'est le principe le plus simple et le plus puissant de la démocratie. Haïti n'a pas organisé d'élection générale depuis 2016. Cela fait 10 ans. Toute une génération est entrée dans l'âge adulte sans jamais voter. En décembre, cette page commence à se tourner. Ces élections vont donner à chaque citoyen l'occasion d'exprimer son choix et aux institutions issues des urnes un mandat clair pour agir. Un mandat qui viendra d'où il vient dans toute démocratie, du peuple par son vote. Et ce rendez-vous se prépare concrètement jour après jour. Le décret électoral a été pris. Le budget a été arrêté avec le gouvernement. Le calendrier est publié. Premier tour, le 13 décembre 2026. Deuxième tour, le 21 février 2027. Et l'inscription des électeurs a déjà commencé. Étape après étape, le pays se donne les moyens de choisir. Et ce 13 décembre, il ne s'agira pas seulement d'élire un président. Les Haïtiens choisiront aussi leurs parlementaires et se prononceront sur des modifications proposées à la Constitution. Autrement dit, l'enjeu dépasse un nom sur un bulletin. C'est l'architecture même des institutions du pays qui en est en question. Au centre de ce moment historique, il y a un homme, Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral provisoire. Journaliste de formation, il sait ce que signifie informer, convaincre, rassembler. Représentant de la presse au sein du CEP depuis son installation en octobre 2024, il en est devenu le président. Ce soir, il est ici pour nous parler non pas d'une institution, mais d'une opportunité, celle de permettre au peuple haïtien d'écrire la prochaine page de son histoire. Monsieur le Président Desrosiers, soyez le bienvenu dans We IT Capable, ravi de vous recevoir. Bonsoir Xavier, c'est un plaisir de répondre à cette invitation. Merci de nous avoir. Je voudrais commencer par une question plus générale sur le sens de ce moment. Le pays s'apprête à avoir des élections après 10 ans, une génération de jeunes qui n'a jamais voté pendant 10 ans, donc jusqu'à 28 ans, sera primo-votante. Que signifie ce moment aujourd'hui pour le pays et que cela signifie pour vous comme président du Conseil électoral provisoire? C'est un moment extrêmement important pour le pays. 10 ans sans des élections, 5 ans dans une transition, la transition la plus longue depuis le départ des Duvalier. Déjà un mandat présidentiel perdu, déjà une législature gaspillée. Donc 5 ans, le pays est dirigé par des autorités intérimaires sans aucun élu. Mm-hmm. Donc, l'organisation de ces élections, c'est un élément assez important pour le pays. C'est de permettre à la population de retrouver sa souveraineté, celle de pouvoir choisir ses dirigeants et ses dirigeantes. C'est vraiment extrêmement important. Pour moi, c'est un devoir citoyen, un devoir d'avoir participé à permettre au pays d'avoir à sa tête des dirigeants légitimes issus des élections. Je voudrais que nous rentrions dans une thématique plutôt concrète pour que les citoyens comprennent les élections. On sait que nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui vont participer, une génération qui n'a jamais voté, qui peut-être, pour leur jeunesse, ne comprennent pas exactement les enjeux des élections, ne savent pas comment ça se déroule. Et je voudrais que peut-être vous pourriez traduire ça en des termes plus simples. Quelles sont les étapes depuis l'enregistrement que nous voyons aujourd'hui des électeurs jusqu'à la prononciation des résultats? Quelles sont les étapes ou les grandes échéances d'ici au mois de février? Et qu'est-ce que ça veut dire pour le citoyen ensemble et individuellement en termes de participation? Je veux dire que les élections, ce ne sont pas
seulement le jour du vote. Exactement. C'est tout un processus. Il y a l'élaboration du décret électoral, le cadre légal. Il y a l'élaboration et la publication du calendrier. Et il y a les différents éléments qui suivent. Il y a l'inscription des partis politiques, l'inscription des groupements politiques. Aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer les regroupements politiques. Il y a l'inscription des électeurs, qui est nouvelle pour ces élections depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il y a l'inscription des candidats. Il y a tout un processus. Il y a le dépôt de candidature, il y a l'analyse des dossiers, il y a la publication de la liste préliminaire des candidats, il y a période de contestation, il y a la publication définitive de la liste des candidats. Il y a le démarrage le lancement de la campagne électorale. Il y a le jour du vote. Le jour du vote, le premier tour, c'est le 13 décembre. Il y a la publication des résultats. Il y a la période de contestation des résultats. Il y a la publication définitive des résultats du premier tour. Ensuite, il y a toute une planification pour arriver au second tour. Voilà, en quelques mots, on croit constituer les étapes de ces élections. Et en termes d'un jeune ou d'une jeune à Ouanaminthe, à Jérémie, Hinche, Port-de-Paix, qu'est-ce que ça veut dire pour eux en termes de suivi de ce processus et de participation? Quelles sont les étapes décisives? Commençons par l'enregistrement, qui me semble une étape décisive pour que ces jeunes s'inscrivent au processus. Pour les jeunes, la première étape constitue d'abord à avoir sa carte d'identification nationale. C'est la carte d'identification nationale qui fait de lui un potentiel électeur. La deuxième chose, c'est se présenter à un centre d'inscription de vote pour se faire inscrire sur le registre électoral. Pourquoi ça? Cette année, avant, on prépare le registre électoral à partir des données du registre civil de l'ONU. Du registre civil de l'ONU, c'est le registre qui constitue tous les citoyens ayant sa carte d'identification nationale. Mais avoir sa carte d'identification nationale ne fait pas du citoyen automatiquement des électeurs. D'autant que Haïti, c'est pas un pays où le vote est obligatoire, où l'État prévoit des sanctions ou des taxes pour ceux qui ne votent pas. Donc, il faut permettre aux citoyens de choisir d'être un électeur. Et c'est ce qu'on est en train de se faire aujourd'hui, qu'avec l'inscription des électeurs, le citoyen ayant sa carte d'identification nationale se présente à un centre d'inscription et de vote, se faire enregistrer au registre électoral. Et dès lors, il devient un électeur. Est-ce qu'il y a des conseils pratiques pour ces jeunes pour identifier leur bureau de vote? Où est-ce qu'ils s'inscrivent? Des modalités pratiques pour qu'ils comprennent le processus? Qu'est-ce qu'ils doivent préparer comme documentation? La première chose, c'est d'avoir sa carte d'éducation nationale. Si le jeune a perdu sa carte, il suffit d'avoir un certificat de l'ONU qui permet d'identifier le numéro d'une UNI. À partir de cela, le jeune peut se présenter au centre d'instruction le plus proche ou le centre qu'il souhaite voter le jour des élections, se présenter avec ces pièces-là, soit la carte d'identification nationale, soit un certificat de l'ONU, se présenter dans un centre d'inscription et se faire inscrire sur le registre électoral. Ce que vous décrivez, c'est un processus complexe. De par la complexité de nombre d'acteurs, nous avons, je le répète, des législatives, des présidentielles, des locales, et aussi une consultation sur le référendum, avec une multiplicité de postulants, et aussi un souci qui est une couverture nationale, d'où un défi logistique important, parce que l'élection doit arriver aux 4 coins du pays. Et je sais que vous avez mis en chemin une approche complexe, mais très décidée, sur justement de rapprocher le processus électoral de tous les citoyens. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée pour que le public ait une compréhension du déploiement logistique que vous avez encheminé, que vous êtes en train de cheminer justement pour être proche du citoyen, quelle que soit sa localisation? C'est dit dans le décret, il faut au moins 200 décisions de vote par section communale. Et ce qu'on a fait, on a élaboré le plan de l'enregistrement des électeurs à partir des dernières données du nombre de centres de vote qu'on a eu dans le temps, lors des dernières élections de 10 ans. Et après l'évaluation des centres de vote, on a identifié des endroits qu'il faut
placer de nouveaux centres de vote. C'est de là qu'on arrive aujourd'hui, en mettant de côté certaines communes où il y a l'absence de l'État, on arrive à établir une liste de 1402 centres d'inscription de vote qui doivent être ouverts à travers le pays, dans les chefs-lieux des départements, dans les communes, dans les sections communales et même dans les quartiers, et pour permettre aux citoyens de se faire inscrire sur le liste. C'est toute une logistique, comme vous venez de dire, permettre à 1402 centres de vote de fonctionner maintenant. C'est possible dans les jours qui viennent qu'on ait plus de centres d'inscription et de vote. Dans la mesure où il y a une évolution de la situation sécuritaire, on aura probablement d'autres centres d'inscription et de vote. Avant d'arriver au thème sécuritaire, donc ce que vous êtes en train de me dire, j'essaie de voir quel est l'endroit le plus lointain que je peux imaginer, type je réside à La Haye, j'aurai une proximité pour aller voter. Normalement, le citoyen n'a qu'à se présenter au centre de vote le plus proche, au centre de vote le plus proche pour se faire inscrire. Et ce que je peux dire que chaque citoyen aura trouvé tout près de lui un centre d'inscription pour se faire inscrire. C'est extrêmement important, de la proximité. Parlons de sécurité, qui est une thématique dont vous avez parlé et vous avez une clarité sur la nécessité de pouvoir accéder le jour du vote au bureau de vote d'une façon sûre, sans aucune crainte. Je sais qu'il y a une articulation avec les différents corps de l'État, notamment les corps sécuritaires, dans ces dynamiques. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de cette concertation, cette coordination, justement pour faire qu'il y ait des élections dans un cadre pacifique qui permettent cette participation? Au niveau du CEP, on dit pour que ces élections aient lieu, pour que le calendrier soit respecté totalement, il faut un climat de sécurité acceptable. Quand je parle de climat de sécurité acceptable, c'est d'abord la sécurité pour les conseillers, la sécurité pour tout le personnel du conseil électoral impliqué dans le processus, la sécurité pour les bâtiments et les différentes infrastructures du CEP à travers le pays, la sécurité aujourd'hui pour les 1402 centres de vote, pour permettre aux électeurs potentiels de se présenter au centre de vote pour se faire inscrire, la sécurité pour les candidats, pour permettre aux candidats de mener campagne dans la circonscription électorale représentée, la sécurité pour le transport des matériels sensibles et non sensibles, la sécurité le jour du vote, pour les centres de vote et les bureaux de vote, la sécurité pour les citoyens qui vont voter et la sécurité après les opérations de vote, la sécurité dans les différents bureaux de tabulation de vote des départementaux et la sécurité pendant et après la publication des résultats. Donc, c'est tout un package. Donc, ce que vous êtes en train de dire, et je peux le résumer avec une parole, c'est créer ou instaurer un climat de confiance autour du processus électoral. Et je pense que cela se joue aussi avec des thèmes de transparence, et je sais que c'est un thème qui est fondamental pour vous. Quel mécanisme pensez-vous, et vous êtes en train de mettre en place justement pour renforcer la transparence du processus en termes de vérification, mécanisme de contrôle, peut-être observation? Est-ce qu'il y a des éléments que vous vouliez partager à ce sujet? Le premier élément de la transparence, c'est de créer un couloir de dialogue entre les différents acteurs impliqués dans le processus, entre le gouvernement, entre les candidats, les partis politiques, la société civile. Il faut créer un espace où il y a un dialogue permanent avec toute la société civile ainsi que les partis politiques. Il y a également l'ouverture à l'observation tant nationale qu'internationale. Il y a également la diffusion de l'information. Il faut informer la population des différentes étapes du processus. Et en parlant d'information, nous savons que nous avons une multitude de partis inscrits. Nous verrons les candidats. Ça, c'est un signe d'une démocratie vivante. Mais pour le citoyen qui doit faire face à une multitude de noms dans un bulletin de vote, quelles sont les mesures qui sont prises en compte justement pour l'informer des différentes orientations d'une couleur politique, d'un candidat ou d'une candidate, pour justement qu'il puisse avoir une décision informée et pas simplement basée sur certaines perceptions? Au niveau du conseil, à ce niveau,
La réflexion, c'est comment permettre à l'électeur de mieux choisir. Et avec 316 partis politiques agréés, on a imaginé comment sera la production d'un bulletin avec éventuellement 316 candidats à la présidence. Et c'est au nom de la présidence. Quand il faut élire 3 sénateurs par département, comment imaginer 316 partis en raison de 3 candidats au Sénat par département? C'est pour cette raison que le CEP a une façon d'encourager les partis à se grouper et à se regrouper. On a dit, c'est vrai, les partis sont agréés par le conseil électoral, mais pour présenter des candidats, il faut d'abord présenter une liste de 30 000 adhérents et sympathisants. Ça, c'est un élément qui va permettre de réduire le nombre de candidats, une façon de permettre à l'électeur de bien choisir son candidat. Pour des thèmes de choix, l'accès à l'information est fondamental. Et par rapport à 2016, nous avons une évolution, c'est justement dans la diffusion de l'information, notamment par les réseaux sociaux, qui est aujourd'hui une variable importante, qui permet justement aux autorités, notamment au CEP, de parler directement au public directement et d'avoir une couverture importante, mais aussi est un espace où la désinformation que nous savons est utilisée aussi dans ce domaine, peut prévaloir et peut influencer peut-être certaines décisions. Quelles sont les démarches que le CEP est en train d'envisager dans un cadre justement de communication aux citoyens, et nous allons revenir à votre campagne que vous allez lancer, mais aussi pour prévenir justement cette désinformation? La meilleure façon de prévenir la désinformation, c'est la diffusion de l'information à temps réel. C'est rendre disponible l'information. Au niveau du conseil électoral, nous utilisons, disons, les médias traditionnels, les médias dits conventionnels, ainsi bien que les technologies de l'information pour informer la population de ce qui se passe au niveau du processus. On diffuse régulièrement sur le site internet du conseil électoral ainsi que sur les différentes pages Facebook, X, etc. du conseil électoral des informations. Et dans notre stratégie de communication, on a travaillé avec les médias en ligne, les médias sociaux, une façon de rendre disponibles les informations. Donc, c'est pour combattre la désinformation, la meilleure façon, c'est la disponibilité de l'information, et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau du conseil. Le CEP, et vous me le disiez avant, s'apprête à lancer une campagne de communication massive qui rentre par les médias traditionnels, les radios, naturellement la presse, les réseaux sociaux, mais vous avez des éléments aussi innovateurs de proximité à la citoyenneté, notamment avec des crieurs. Pourriez-vous nous donner un peu les éléments justement que vous avez comme axe d'intervention pour justement faire en sorte que cette communication atteigne le citoyen ou la citoyenne, quelle que soit sa localisation dans le pays? Le conseil électoral compte utiliser tous les moyens de communication pour atteindre la population, passant de la diffusion des messages à travers les médias traditionnels ainsi que les médias en ligne et les médias sociaux. Il y a également une communication de proximité, d'une part à travers les church sound, à travers les crieurs devant les marchés publics et tout près des espaces des églises. Et nous comptons utiliser également, nous comptons mobiliser et les jeunes, toutes sortes de mouvements de jeunes. Dans l'église catholique, il y a le Kiro. Dans l'église protestante, il y a les brigadiers. Et dans la société en général, il y a les scouts. Il y a les mouvements universitaires, les mouvements socioculturels. Donc, nous comptons utiliser toute forme de moyens de communication et de sensibilisation pour atteindre la population ainsi que les jeunes pour une meilleure participation à ces élections. Restons dans la thématique de la jeunesse, et si je permets de simplifier, peut-être résumer certaines rôles de la jeunesse dans un processus électoral, je pense que la première, c'est s'inscrire comme électeur. Deuxième, c'est participer au débat de projets de société, de vision de pays avec les différents candidats et candidates qui se présentent, quel que soit leur niveau. Le troisième, naturellement, c'est de contribuer à l'organisation électorale et rentrer dans les équipes de CEP, dans tout ce qui est la machinerie électorale, et la jeunesse a son rôle. Quatrième, c'est simplement se présenter comme candidat ou comme candidate et finalement
c'est voter. Cela requiert aussi une sensibilisation importante, de parler à cette jeunesse qui, comme on l'avait dit, est nouvelle dans un concept d'élection, qui est primo-votante. Si je ne me trompe pas, les chiffres parlent de 2,2 millions de personnes, et corrigez-moi si je me trompe, de primo-votants. Comment on aborde cette jeunesse et quel est justement l'ancrage spécifique que le CEP envisage justement pour parler directement à cette jeunesse et l'incentiver, lui donner des incentives pour justement qu'elle participe? Pour atteindre la jeunesse, il faut identifier ses centres d'intérêt. Ces centres d'intérêt. Aujourd'hui, les centres d'intérêt des jeunes, ce sont les médias sociaux. D'abord, il faut penser à des messages à travers les médias sociaux. Il faut identifier les influenceurs, par exemple. Il faut aller vers les différentes structures de jeunes, les associations d'étudiants, par exemple, les différents groupes sociaux où les jeunes participent. Donc, il faut aller vers ces groupes-là pour d'abord montrer aux jeunes la nécessité de participer aux élections. Pour participer, d'abord, il faut être citoyen, avoir sa carte d'identification nationale. Ensuite, se présenter, se faire inscrire, et la possibilité également de se faire de se porter candidat à un poste électif. Donc, il y a tout ça, et nous comptons utiliser tous les moyens possibles, même, et le sponsoring de certaines activités de jeunes, le sponsoring de certaines missions de les médias conventionnels, des médias capables de toucher le maximum de jeunes pour les impliquer davantage au processus électoral. D'abord, il faut montrer aux jeunes l'importance de ces élections. Il faut démontrer aux jeunes pourquoi il faut voter et comment choisir. Justement, je vais arriver à ce point-là. Un jeune qui dit « mon vote, c'est un parmi des millions ». Qu'est-ce qu'on lui dit disant que ton vote compte et ça a une utilité réelle? Au-delà du vote toi-même, c'est une participation en tant que citoyen. Je pense qu'il y a un autre argumentaire. Qu'est-ce que vous lui dites à ce jeune? C'est son vote parmi des millions, mais c'est son vote plus des millions. Ne pas donner ce vote, c'est plus compliqué. Donc, ne pas voter à ses conséquences. Ne pas voter à ses conséquences. L'important, moi, jeune, je remplis mes devoirs. Je vote. Parmi ces jeunes, nous avons beaucoup de femmes, plus de la moitié. Elles sont souvent sous-représentées comme candidates, mais elles jouent, on sait très bien, des rôles importants dans l'économie informelle. Je parle de Madame Sarah, à tous les niveaux de l'État haïtien, dans l'économie. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour les engager, leur donner des éléments justement pour qu'elles participent à tous les niveaux? La participation des femmes, c'est une question qui a retenu l'attention du Conseil, même au moment d'élaborer le décret électoral. L'objectif du Conseil, c'est d'aller vers le respect au moins du quota de 30%. Au niveau du Conseil, on a inséré au niveau du décret tout un ensemble d'incitatifs de manière à permettre, à favoriser la participation de femmes et avoir plus de femmes élues, tant au niveau municipal, tant au niveau législatif. Pourquoi pas même une femme élue à la présidence. Donc, on a tout un ensemble d'incitatifs. La deuxième chose, c'est nous intéresse. On a identifié des éléments de blocage à la participation des femmes et nous avons inséré dans le décret des éléments pouvant traiter ces éléments de blocage, par exemple la violence électorale. Quand on parle de la violence, il n'y a pas seulement la violence physique contre des femmes, il y a la violence verbale. Il y a la violence verbale, la violence psychologique. On a tout un ensemble d'éléments traités au niveau du décret pouvant favoriser la participation des femmes. Et le CEP avec des femmes accompagne les différentes campagnes de sensibilisation pouvant permettre aux femmes d'abord de s'impliquer, de se faire inscrire comme électrice et de se porter candidat. Il y a un autre segment, et je sais que vous lui portez attention, c'est justement la diaspora. Et je sais que le CEP est en train d'envisager des façons de faire participer la diaspora, qu'elle soit au Canada, en France, ou au Brésil, ou au Chili, ou aux États-Unis, naturellement. Quelles sont les démarches que vous envisagez dans ce domaine?
Il y a des délégations du Conseil électoral qui doivent laisser PowerPoint pour se rendre en Chili, Brésil, Canada, États-Unis, la France, une façon d'identifier une ou deux communautés capables de permettre d'initier le vote de la diaspora. Pourquoi pas, au niveau du Conseil, nous parlons d'initiation du vote de la diaspora, parce que pour ces élections, on ne va pas pouvoir permettre à toutes les communautés haïtiennes de la diaspora de participer à ces élections. On va d'abord initier le vote de la diaspora. Donc, il y a des délégations du Conseil qui vont laisser Port-au-Prince pour aller dans ces communautés-là que je viens de citer, afin d'identifier l'endroit ou les endroits capables de recevoir une initiation du vote de la diaspora. Je voudrais terminer avec deux questions, si vous me permettez, Monsieur le Président. Une projection dans un futur très proche, que je sais que vous regardez avec beaucoup d'attention, c'est le mois de février. Le deuxième scrutin a eu lieu, les résultats ont été transmis, acceptés, et cette transition a lieu. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous attendez au-delà de cette période, sachant que vous vous projetez dans cette finalité? Je vois citoyen Jacques Desrosiers, après les élections, avec la satisfaction d'avoir permis au pays d'organiser des élections depuis 10 ans, d'avoir permis aux jeunes aujourd'hui âgés de 24 ans d'avoir participé à des élections, d'avoir participé à mettre fin à cette longue transition depuis 5 ans, depuis 5 années, où, je vais le répéter encore une fois, une transition, on a assisté déjà à un mandat présidentiel perdu, une législature gaspillée, et des élections qui ne vont pas déboucher sur de nouvelles crises, des élections qui vont permettre au pays de retrouver la stabilité nécessaire pour son avancement économique et social. C'est ce que nous attendons tous. Une dernière question, Monsieur le Président, je voudrais que vous vous adressiez à notre public. L'enregistrement vient de commencer, c'est la première forme de participation, donc l'enregistrement des électeurs. C'est une étape cruciale parce que si on n'est pas enregistré, on ne peut pas voter. Est-ce que vous pouvez parler à notre audience et leur donner les éléments pour que justement les motiver, quel que s'il y a des doutes, des fautes de compréhension sur le processus, je pense que le public voudrait vous écouter. Ce message, je vais l'adresser en créole. Bien sûr. Je dis que gagner, il y a une obligation, c'est une obligation pour gagner l'élection pour permettre que nous sortions de la transition ça. Pour l'élection ça, on veut aucun bien ça m'a dit, c'est 2 pas. Premier pas, c'est prendre carte d'éducation nationale côté l'IA, à le présenter dans le centre d'inscription à vote pour inscrire. Et deuxième pas, c'est jouer l'élection, présenter dans le centre d'inscription côté inscrit pour aller voter. C'est 2 pas. Premier pas, à l'inscrit, deuxième pas, à le voter. Donc des pas très simples, mais très importants dans la construction d'un projet de société et dans l'avenir d'Haïti. Très important. Monsieur le Président, je pense que nous avons abordé plusieurs thématiques. Je pense qu'on pourrait passer des heures à en discuter, mais je pense qu'il est important de donner des éléments sur un processus qui aujourd'hui, et je me permets de reprendre vos paroles, le processus est bien lancé. Il y a un calendrier électoral, premier scrutin en décembre. Je vous souhaite, et à vous, et au peuple haïtien, et au pays, beaucoup de succès dans ce processus électoral pour que ce soit justement un processus pacifique, transparent et qui reflète l'opinion et les orientations de tous les Haïtiens et les Haïtiennes. Merci, Monsieur le Président. Et j'espère peut-être on peut se voir après le 13 décembre. Ce sera un plaisir. On en reparlera. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président Desrosiers. Merci d'avoir accepté cette conversation et d'y avoir répondu sans détour. Ce soir, une chose est claire. Cette élection a bien commencé. Le calendrier est publié. Les institutions sont au travail. Les inscriptions avancent, étape par étape. Le rendez-vous de décembre se construit. Et une élection appartient à tous et à toutes, à ceux qui l'organisent et à ceux qui y prennent part. Un bulletin dans une urne, c'est un geste minuscule, mais c'est aussi la façon la plus directe qu'un citoyen ait de dire « voilà le pays que je veux ». Et voilà les personnes en qui je place ma confiance. Et ce scrutin de décembre aura quelque chose de singulier. Toute une génération va voter pour la première fois. Faites le calcul. Celui
à qui il manquait un mois pour voter aux dernières élections a aujourd'hui 28 ans. Cela veut dire que tous les Haïtiens qui ont aujourd'hui entre 18 et 28 ans n'ont jamais de leur vie mis un bulletin dans une urne. En décembre, ce sera leur tour, leur voix, leur choix. Et ce moment-là, ce premier vote de toute une génération, c'est peut-être une des plus belles promesses de ce scrutin. Mais une promesse, ça se prépare. Alors, comment on s'y prépare concrètement? On s'inscrit, et ça, c'est la première marche. Et puis, on s'informe, on compare les projets, on pose les bonnes questions, on parle autour de soi. Tout ça compte autant que le jour de vote, parce qu'une démocratie, ça ne tient pas en une seule journée, ça se prépare, ça se discute, et ça continue bien après les résultats. C'est peut-être ça le vrai enjeu de 2026. Pas seulement de désigner des élus, c'est que chaque citoyen trouve sa place dans ce moment de célébration démocratique. Avant le vote, en s'informant, le jour du vote, en participant, et après le vote, en restant dans la conversation. Parce que c'est comme ça qu'une démocratie vit, jour après jour. Et c'est exactement pour ça que cette émission existe. Pour ouvrir un espace où on s'informe, où on écoute, où chacun peut se faire sa propre idée. Après, le choix, la décision, la confiance, tout ça appartient aux Haïtiennes et aux Haïtiens, et à personne d'autre. À très bientôt pour un nouvel épisode de We Haïti Capable.